de connaître les différences entre les différentes entités. Là, vous avez les HMAP, les H7, vous avez différentes versions de ces choses-là. Là où je voulais en venir, c'était ça, c'est pas ça que je disais, c'était ça. Là, vous avez l'interface MAP. L'interface MAP va définir un certain nombre de méthodes qui vont peut-être appeler de la MAP. Et ça, c'est toutes les implémentations qui vous sont disponibles. Donc, vous pouvez choisir parmi toutes ces implémentations. Celle qu'on utilise le plus souvent, c'est la HMAP. C'est l'implémentation que je pourrais qualifier par défaut. Mais vous avez d'autres types d'implémentations, le TreeMap, il y en a une autre qui n'apparaît pas ici, mais qui est utilisée, le Sorted Map. Vous avez différentes implémentations et vous allez choisir une implémentation en fonction de la tâche que vous allez accomplir. Pour la liste, c'est exactement la même chose. Si je vais ici dans la liste, alors Java Utile, vous avez une interface liste ici et vous avez un certain nombre d'implémentations de votre liste. Et les implémentations, elles sont listées ici. Vous avez vu, l'implémentation qu'on utilise très souvent, le primary list, et vous auriez pu utiliser le linked list, le stack ou d'autres. Vous avez ça comme implémentation. Et c'est pareil pour l'ensemble. Quand je regarde sur l'ensemble, le set, ici, le set c'est une interface et vous allez avoir différentes implémentations. Ce que l'on fait au niveau du développement, c'est qu'on on manipule systématiquement les objets par rapport à leur interface. L'intérêt, c'est que ça permet de choisir librement l'implémentation que l'on va utiliser. Là, pareil, je me répète, l'implémentation par défaut qu'on utilise le plus souvent pour le set, c'est le H7, mais vous pouvez l'utiliser. Moi, j'utilise de temps en temps le link H7 pour des raisons bien spécifiques, parce que je vais rajouter un vous choisissez l'implémentation que vous voulez. La seule chose qu'il faut faire au niveau du développement, c'est qu'on manipule les objets de préférence par rapport à leurs interfaces. Donc ça vous donne le choix des armes en termes d'implémentation. C'est bon? Je sens que ça faiblit. Non, ça va. Ça va? Bon, arrêtez-moi. On est là pour faire un peu un récap, pour vous poser des questions, pour que vous compreniez les différents aspects. Donc, quand on vous dit liste 7, il faut connaître les différences entre les deux. Et la map, il faut que ça évoque quelque chose pour vous. Alors, comme j'avais dit ici, il y a eu une version Java 1.2 où les collections ont été repensées parce qu'il y a une version antérieure qui utilise notamment le vector, c'est pas sur celui-ci, mais sur la liste. Il y a eu une rupture en termes d'API. Si vous voyez là, par exemple, pour la liste, vous avez le vector, ça c'est ce que j'appellerais quelque chose de déprécié. Aujourd'hui, on n'utilise plus le vector, c'était la version avant la 1.2, donc ça date déjà de quelques années, mais n'empêche que les développements toujours les vecteurs. Donc, à partir du 1.2, il y a une rupture en termes de collection. Ils ont décomposé en liste set et map pour avoir une vision correcte en termes de collection. Donc, vous aviez les interfaces qui définissent le comportement des conteneurs, des collections, et les implémentations que vous avez ici. Voilà. Entre le Java 1.2 et le Java 5, il y a quasiment rien de nouveau, des choses qu'on va passer sous silence. En revanche, pour le Java 5, là, ça a été un peu la fête en termes de fonctionnalité. Il y a eu les for each, les ennemis, les génériques. Il y a les annotations et l'autodoxie. Déjà, je dois en oublier quelques-uns. Je ne l'ai pas là, c'est sympathique. J'essaie de savoir si j'ai pas oublié, mais bon, c'était un gros morceau.
toutes ces fonctionnalités sont extrêmement intéressantes. Le Forest a permis de simplifier les boucles. Les génériques ont apporté quelque chose d'assez intéressant en termes d'écriture de code. Est-ce que vous avez fait un exemple sur les génériques? Pour moi, non. Pour faciliter les choses. Même les fonctions. Les annotations, vous les avez vues aussi? For each, c'est le for each. Ah oui. Voilà, ouais. Oui, j'ai oublié, pour continuer sur le package que vous devez connaître, le Java IO, vous devez le connaître. Peut-être pas sur le bout des doigts parce que c'est pas, enfin, vous savez pas forcément faire des entrées et des sorties en permanence, mais vous connaissez, au moins essayer de connaître un petit peu ce package-là. Après les autres, très honnêtement, personnellement, moi, de par mon utilisation, j'en utilise pas forcément beaucoup d'autres. En revanche, le Java Util, ça, vous allez l'utiliser en permanence. Donc vous avez intérêt à connaître l'ensemble des classes qui sont ici. Je liste un petit peu avec vous l'ensemble des fonctionnalités. Pour le reste, typiquement pour le Java X, alors Java X c'est pour extension, ça signifie. Vous avez Java X point quelque chose, ça signifie que c'est une extension du langage. Ça c'est tout ce qui est relatif aux fichiers XML et aux web services SOAP. Le Java FX Swing c'est par rapport à l'interface graphique. Le Java XSQL c'est par rapport au requête SQL. On n'utilise pas ça de manière directe. Au niveau du Java, au niveau des bases de données, on utilisera le JPA, ce qui évite que ce sont des bulles de base, on les utilise quasiment. Le Java XNet, ça c'est pour tout ce qui est aspect réseau, ça vous devez le connaître aussi. Je sauterai non, c'est plutôt le Java.net, vous devez le connaître aussi un petit peu. Et puis pour le reste, très honnêtement, vous verrez ça au moment voulu. Mais bon, voilà. Java IO, Java Lang, le Net, le IO, le NIO, le Util, ça c'est des trucs que vous devez connaître. Pour le reste, c'est. Moi, il y en a que je ne connais pas. Voilà. Le Java 7, donc si je continue dans la fonctionnalité, le Java 7 a apporté le try avec les ressources. Est-ce que vous avez vu les ressources au niveau du try? Ça paraît pas normal. Le Java 8 a apporté ce qu'on appelle surtout les lambda. Les lambda. Et moi, ce que j'aime bien au niveau de la fonctionnalité du Java 8, c'est tout ce qui est stream. Ça, c'est hyper intéressant. C'est vraiment les deux grosses fonctionnalités qui ont été rajoutées en Java 8. Le Java 9, lui, est sorti de la circulation, c'est-à-dire que si vous regardez, si vous allez sur le site web de Oracle, si je fais JDK download par exemple, voilà, je vais sur, voilà, ça c'est la page officielle du Java, bon, il faut essayer de télécharger. Voilà, là, on en est à la version Java 10, puis entre les deux, il y a un gros trou, le Java 9, il a disparu. Le Java 9 a existé, il fut un temps, il a fait qu'un déjeuner de soleil, il a été remplacé très rapidement par la version 10. Donc aujourd'hui, vous utilisez soit le Java 8, soit le Java 10. Oui, voilà. Au niveau du Java 8, on en est à la version 172. Bon, c'est pas linéaire, hein, c'est pas incrémental. Ils incrémentent, enfin, ils rajoutent des numéros de manière un peu aléatoire, on va dire. Si vous regardez les anciennes versions, elles sont ici, tout à fait à la fin, archives, voilà.
Au niveau du Java 8, on est passé de la version 172 à la version 162 à la version 172. Et puis avant, vous aviez la version 152. Voilà, ça augmente de 10 à chaque fois. Je n'avais pas remarqué. Ouais, ça incrémente quasiment de 10 à chaque fois. Donc ça, vous avez tout l'historique des mises à jour du Java 8. Le Java 9, comme je vous l'ai dit, il est sorti de la circulation, donc vous avez un certain nombre de versions qui se présentent ici. Et le Java 10, c'est la version actuelle, la dernière version du Java. Moi, ce que je vous conseille au niveau du Java, c'est d'attendre un an entre la sortie du Java et l'utilisation du Java. Ça permet aux autres de déminer le terrain, parce que souvent le Java est un petit peu bugué, donc il faut attendre au moins une petite année, le temps que les bugs soient éliminés, et vous pouvez considérer qu'au bout d'une année, il y a suffisamment de corrections de bugs que vous pouvez utiliser dans vos développements et en prod, il n'y a aucun souci. Ce qui signifie que Java 10, là, il n'y a pas très longtemps qu'il est sorti, moi je vous invite à attendre un petit peu, un an c'est bien. Bon, là, ce qui se passe au niveau du Java, c'est que avant les versions du Java étaient produites une fois tous les 2 ans à peu près. Là, ils ont repris le cycle de développement, ils ont des cycles courts, ce qui signifie que le Java 10 est sorti dans le avec le 9, et le Java 11 il va sortir en fin d'année. Donc ils se sont mis à réincrémenter très rapidement les numéros de version avec des versions qui sont espacées quasiment tous les 6 mois. Les industriels ne suivent pas, je vous rassure de suite. Je suis sûr qu'il y a encore des sociétés qui tournent en Java 6. Donc, le temps d'adoption entre une version du Java et entre le moment où une version du Java sort, le moment où elle est adoptée par une société, il peut s'écouler plusieurs années. Si vous faites du développement Java 8, c'est très bien, vous pourriez faire du développement Java 6 ou du développement Java 7, ça ne serait pas surprenant. Aujourd'hui, si vous faites un nouveau développement, vous faites du développement Java 8, le faites. Voilà, donc le Java 9, il a apporté quelque chose qui était assez important, c'était la modularité. C'est pas une fonctionnalité en termes de langage, c'est plutôt une fonctionnalité en termes de production logicielle. Ils ont fait des gestions de dépendance qui n'existaient pas auparavant. Le Java 10, lui, il a introduit des variables non typées. Ça existait dans d'autres langages, ils l'ont rajouté dans le Java 10. Bon, comme je vous l'ai dit, pour Java 10, vous attendez une petite année, le temps que les autres développent le terrain pour vous, comme ça sera bon. Voilà. Donc là, vous avez l'éventail de toutes les fonctionnalités qui ont été rajoutées en Java. C'est pour ça que quand on vous présente aujourd'hui Java, c'est quand même un gros morceau, parce qu'il y a un historique qui date depuis 1995. Aujourd'hui, on est quand même en 2018, il y a plus de 20 ans. L'API Java a quand même 20 ans, c'est quand même un langage qui est assez vieux, même s'il est neuf, on va dire. Parce qu'il y a des langages qui sont beaucoup plus vieux que celui-ci. On vous a peut-être évoqué le C#, peut-être. Le C#, c'est un langage qui se base un petit peu sur les mêmes manières de penser que le Java, c'est-à-dire que c'est un langage en machine virtuelle. C'est normalement cross-platform, c'est-à-dire que vous pouvez développer sur une plateforme et l'exécuter sur une autre plateforme. Vous serez amené très souvent à développer sur une plateforme Windows et vous exécutez votre code sur une plateforme Linux. Vous prenez votre code, vous le mettez sur une machine qui va fonctionner de la même manière. Ce qui intéresse ce langage-là. Les autres langages tels que le C, C++, vous devez systématiquement recompiler le programme sur la plateforme C. Donc si vous développez sur Windows et que vous l'exécutez sur Linux, vous devez recompiler le programme. Le Java et le C#, vous n'avez pas besoin de faire ça. Le C#, c'est un langage qui est un petit peu plus récent, qui est intéressant dans les fonctionnalités, peut-être que vous savez découvrir. Moi, je pense que c'est un langage qui est bien fait pour la nature. Le gros souci
pour moi du Java, c'est que ça revient sur certaines inerties parce qu'il y a beaucoup de développeurs qui l'utilisent. Donc pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, ça devient de plus en plus compliqué. C'est pour ça que chaque version qui sortent, le nombre de fonctionnalités est relativement faible parce que la communauté des développeurs qui utilisent le Java est beaucoup plus importante que la communauté qui utilise le C#. Mais je trouve que le C# a un certain nombre de charges que le Java n'a pas. Il y a beaucoup de fonctionnalités que le Java n'a pas. Le Java essaie un petit peu de recoller au C#, notamment au travers par exemple des variables multiples, ça existe en C#, ils l'ont rajouté. Les lambda existaient en C#, ils l'ont rajouté en Java. Donc ils essaient de coller un petit peu aux fonctionnalités qui sont disponibles en C#. Ces fonctionnalités comme les lambda et les streams qui ont été ajoutés depuis récemment, là, on est censé savoir ce que c'est ou pas? Je ferai la réponse de normalement, oui et non. L'intérêt des lambda, c'est que ça permet de ramasser l'écriture du code. C'est-à-dire que tu peux enlever toutes les opérations des ifs dans des boucles. Enfin, tu peux faire des itérations sur des boucles de manière très simple, de faire des opérations extrêmement sucres au niveau des lambda et au niveau des streams. Moi, j'aime bien utiliser les streams et les lambda. L'écriture est très sympathique, mais alors c'est pas forcément évident à utiliser. Mais c'est vraiment la nouvelle manière d'écrire le code et c'est assez efficace en termes d'écriture. Donc, je vous invite à connaître quand même ces trucs-là parce que ça permet des choses vraiment d'écrire du code de manière efficace. Vous les avez vus ou pas? Les lambda, Non. les Les lambda, les expressions lambda, on a dit que ça existait et c'est tout, et les streams, même pas. En gros, les expressions lambda, je crois que ce qu'on nous a dit, c'est que c'était compliqué. C'est compliqué. Mais en fait, c'est compliqué et c'est très simple. Ça revient tout simplement à simplifier l'écriture du code. Normalement, quand vous allez commencer votre travail, vous allez développer sur du code qui sera peut-être un petit peu plus ancien, les lambda n'existeront pas. Si vous commencez sur des nouveaux développements, les personnes vont commencer à développer en lambda. Moi, mon expérience des lambda, c'est qu'effectivement, c'est assez difficile à utiliser au départ, mais ça te permet des simplifications d'écriture qui sont absolument phénoménales. Tu écris du code, ça se réduit en quelques lignes, simplement par la magie des lambda. Parce que avec les streams, en fait, il y a une inspiration du JavaScript. C'est-à-dire qu'en JavaScript, on a la possibilité d'enchaîner un certain nombre de fonctions. Et ils ont reproduit ce mécanisme-là en Java. Et en enchaînant un certain nombre de fonctions, c'est le fonctionnement des lambda et des streams, ça permet de réaliser plusieurs opérations sur une même ligne quasiment de code et faire des choses que si vous vouliez les faire avec des lignes de code en non lambda, ça vous prendrait beaucoup plus de place. Donc ça permet de ramasser l'écriture. Le problème c'est que en ramassant l'écriture, ça va peut-être complexifier la lecture des lambda. C'est un petit peu le problème, c'est que quand vous allez lire du code qui a été écrit en lambda, des expressions lambda, vous allez dire mais qu'est-ce que le mec a été écrit? Pourtant c'est facile. Une fois que vous êtes pris au jeu, moi je me suis pris au jeu assez récemment sur les lambda. Bon, je suis quand même un petit peu un vieux de la vieille. Moi j'ai commencé à développer, j'ai commencé à faire des prestations à partir de 2006 de manière assez. J'ai commencé à faire des prestations à partir de 2006. Je développe depuis que je suis au collège. Des programmes, des langages, j'en ai vu. Basic, Pascal, Ada, C, C++, Objective-C, je ne les ai pas tous vus, mais j'en connais un certain nombre. Les lambda, je les ai intégrés très récemment. C'est compliqué en termes c'est pas très compliqué, c'est juste qu'il faut savoir les manipuler. Et vous serez amené à les utiliser, c'est ça.
Ça, ces choses-là, en Java 5, normalement, c'est des choses que vous allez forcément utiliser. Les génériques, c'est... J'avais fait un exercice pour essayer de le reproduire. Si vous n'avez pas vu les génériques, j'avais introduit ça de manière assez simple sur un groupe d'étudiants. Juste pour vous montrer comment ça fonctionnait. Les annotations, si je ne sais pas si vous avez évoqué les annotations. Les annotations, ça vient à rajouter des métadonnées. Est-ce que vous avez fait du JPA? Oui. Donc vous avez utilisé forcément les annotations. L'intérêt des annotations, c'est que avant les annotations, quand vous avez vu le JPA, vous avez mis un petit key, vous avez mis les one to many, many to one, tout moment. Avant, quand vous n'aviez pas les annotations, vous aviez le code Java d'un côté et vous aviez un autre fichier XML qui décrivait l'ensemble des relations. Le problème, c'est que vous aviez deux fichiers à gérer. Le code source Java et le fichier de relation XML. Et en rajoutant les annotations, ça permet de fusionner les deux fichiers en un seul fichier. Donc vous n'avez qu'un seul fichier source où vous allez décrire le modèle Java et rajouter l'ensemble des relations dans le modèle, dans le code Java. Donc ça permet de simplifier le développement. Et au niveau du développeur, quand on a commencé à utiliser les annotations, ça a permis de fortement diminuer la quantité de travail pour le développeur. Ça s'est vu notamment au niveau du Java EE. Il y a eu l'avant-annotation et l'après-annotation. L'avant-annotation, c'était horrible comme code à écrire. L'après-annotation, c'était juste du billard. Vous rajoutez quelques annotations, c'était terminé. Vous aviez implémenté des choses de manière beaucoup plus simple en utilisant les logiciels avant-annotation. Donc, annotation, c'est des concepts qui sont assez simples, qui permettent de fortement simplifier le travail du développeur. Moi, les annotations que j'utilise en permanence. Donc ça, les annotations, c'est des choses que vous devez connaître. Les génériques, c'est des choses que vous devez connaître. Si vous ne les connaissez pas, je vais vous les faire découvrir au travers d'un exemple simple. Les try resources, ça c'est un truc qui a été rajouté pour gérer tout ce qui était les fermetures de ressources. On a peut-être dû vous l'évoquer, c'est un moyen simple de se débarrasser d'une fermeture d'un fichier, de quoi que ce soit. Vous n'avez plus à gérer cette histoire-là. Alors les génériques, vous n'avez pas vu? Non. Je vais vous faire un exemple. Je vous invite à ouvrir votre logiciel Eclipse. Mon PC il est bloqué depuis 15 minutes. Il vient de commencer